Les collectivités évoluent, et très fortement depuis les réformes territoriales conduisant au renforcement des intercommunalités et à l'émergence des communes nouvelles. Mais qu'en est-il de l'évolution de leur gouvernance ? Pour des questions de temps, prenons uniquement la situation de l'intercommunalité. Les fusions communautaires ont créé des ensembles de 30, 40 communes et parfois jusqu'à 100 communes, avec une réduction simultanée du nombre de délégués communautaires par commune, des assemblées importantes et des services plus nombreux et hiérarchisés, gérant de plus en plus de compétences. La gouvernance classique des intercommunalités est représentée par le conseil communautaire, le bureau, composé pour partie de vice-présidents, d'ailleurs généralement président des commissions. Dans cette gouvernance, le rôle du président est prépondérant. Il doit rassembler. Il est plus ou moins leader ou animateur et producteur de consensus. Ce type de gouvernance fonctionnait bien dans les petites intercommunalités, avec une très forte culture du consensus en rural et pas trop de difficultés pour mobiliser des majorités en urbain. Cependant, dans les communautés de grande taille, la simple reproduction du mode de gouvernance des anciennes intercommunalités peut générer des risques et des difficultés. Le premier risque est un risque de concentration progressive du pouvoir. Seul un petit nombre d'élus, ceux qui sont au bureau, disposent d'une vision globale. Tous les autres n'appréhendent qu'une petite partie de la politique intercommunale dans leur commission et par ce qu'ils captent des conseils communautaires. Les autres décrochent petit à petit. Deuxième risque, le risque de non-transversalité entre services et commissions. Du fait des compétences et budgets importants, les compétences sont gérées séparément avec des binômes vice-président et directeur, communiquant de moins en moins avec leurs homologues et parfois même en concurrence pour l'obtention de budgets. Troisième risque, le risque de forte distanciation entre les communes et les intercommunalités. Dans les petites communes, un seul délégué communautaire, le maire en général, n'a pas le temps de suivre beaucoup de dossiers intercommunaux. Inversement, l'action intercommunale est souvent peu visible pour les conseillers municipaux. Le risque est donc qu'ils se sentent de plus en plus éloignés des préoccupations communautaires. Il peut parfois s'installer une défiance, ce qui peut mettre à mal la mise en mouvement de toutes les forces vives sur des dossiers importants, la mobilité, l'énergie, l'aménagement, le tourisme, la politique jeunesse. Dans les communes-centres, le risque de distanciation est présent également. Les conseillers peuvent avoir l'impression de porter trop de services pour le compte du territoire, sans se sentir considérés, notamment sur le plan de la fiscalité. Enfin, le risque de distanciation est présent également entre le personnel des communes et le personnel des intercommunalités. Quatrième risque, le risque de technostructure. Il est renforcé dans les grandes intercommunalités en raison de l'importance que prennent les services et de la somme de compétences et de dossiers qu'ils gèrent. Parfois, beaucoup moins d'agents ont un accès direct aux élus pour gérer conjointement des dossiers, car les relations passent davantage par la hiérarchie. Et les agents sont de fait plus loin des acteurs et plus loin des habitants. Une opportunité pour faire évoluer la gouvernance. Paradoxalement, les risques évoqués donnent l'occasion d'innover. Certaines grandes intercommunalités ne se contentent pas de reproduire le fonctionnement classique des intercommunalités avant fusion, elles mettent au point et font évoluer chemin faisant de nouvelles modalités de travail. Quelques exemples. Premier exemple, pacte politique instaurant des règles d'équilibre et donnant du sens à l'intercommunalité. Deuxième exemple, nouveaux organes, commission des maires, groupe de secteurs géographiques, interface entre communes et communautés, nommant parfois le bureau. Troisième exemple, nouvelles modalités de travail, conseil communautaire en 2 temps, avec un temps de débat, bureau séminaire régulier pour des débats de fond, instauration de soirées des conseillers municipaux, de forums d'élus réguliers. Quatrième exemple, commission transversale,
par exemple sur la transition écologique, attachée directement à la direction générale. 5e exemple, commission petite commune. Parfois, un service attaché pour les petites communes. L'organisation de services partagés, des fonds de concours, des mutualisations spécifiques. Mutualisation ascendante, par exemple, quand la commune mutualise du personnel pour réaliser un service de veille qu'elle rend sur une compétence service aux personnes âgées qui a été transférée à la communauté. Ou mutualisation descendante, quand la communauté met à disposition du personnel pour aider à animer un réseau de médiathèques, compétence restée communale. 6e exemple, rencontres techniques régulières avec le personnel des mairies et des intercommunalités et formation commune. 7e exemple, instauration du mode projet avec des formations pour les élus et agents référents et mise en place de groupes projets spécifiques ouverts aux conseillers municipaux et parfois même à la société civile. 8e exemple, projet concret permettant de coopérer avec les communes et mettant en mouvement les communes sur des enjeux de territoire. Par exemple, voies douces, réseaux de sentiers, services de proximité, économie d'énergie, habitat. 9e exemple, de nouvelles manières de considérer les conseils de développement. Ils sont désormais obligatoires pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. La demande classique est celle de produire des avis et de conduire des études, mais pour un groupe qui reste toujours limité en nombre de personnes et en temps de travail. Il est intéressant d'aller plus loin et de leur déléguer des responsabilités sur des démarches qui peuvent permettre de démultiplier l'implication de la société civile. Par ailleurs, le travail en mode projet donne l'occasion de s'ouvrir à la participation des acteurs et des habitants. C'est souvent à l'occasion des projets, transition écologique, mobilité, projets alimentaires, culture, jeunesse, que les intercommunalités peuvent instaurer de nouvelles gouvernances ouvertes. Des gouvernances qui permettent d'expérimenter des démarches d'écoute des acteurs et habitants et de promouvoir l'expertise d'usage. Des gouvernances qui permettent de coproduire des actions et même des politiques publiques, par exemple sur la santé ou la jeunesse, avec des acteurs économiques ou sociaux. Des gouvernances qui permettent de créer des groupes de pilotage ouverts, véritables maîtres d'œuvre de projets d'envergure, en lien avec une maîtrise d'ouvrage qui reste toujours composée d'élus. Des gouvernances qui permettent de promouvoir l'implication habitante sur des actions qui concernent les citoyens et dans lesquelles ils ont une part de responsabilité. Salles de musique, skatepark, potager participatif, événements. Des gouvernances qui permettent de mettre en place des réseaux d'animation de proximité avec formation de bénévoles, conseillers municipaux, responsables associatifs, citoyens ambassadeurs du territoire. Des gouvernances qui permettent de créer des outils ouverts, des outils d'investissement et de gestion d'équipements ou de services, qui vont être ouverts à la participation financière et à la décision des habitants. L'éolien participatif, le solaire ou d'autres projets. On tend alors vers le concept de coopérative d'habitants ou de coopératives de village telles qu'elles existent en Suède. En conclusion, les intercommunalités et territoires de projet sont en train d'inventer de nouvelles gouvernances. Il est particulièrement important d'échanger et d'accompagner les territoires qui le souhaitent à mieux s'organiser pour le développement durable.